À toi qui écoutes ce podcast, bonjour ou bonsoir selon la temporalité dans laquelle tu écoutes cet audio. Vibre, c'est un podcast que j'ai voulu tourner vers l'évolution, vers le cheminement au travers d'expériences ou de modes de vie que je mets en place. Je suis persuadée qu'il faut traverser des tempêtes pour apprendre de ces dernières, pour évoluer sans s'autoflageller ou culpabiliser de ce qu'on pouvait faire ou penser précédemment. Toutes les épreuves, tous les doutes nous apprennent énormément sur nous et nous permettent d'en tirer de nombreux apprentissages. Attendons-nous d'un enfant apprenant à marcher à y arriver dès le premier pas? Oh non, nous le félicitons et le motivons à continuer. Alors pourquoi pas nous? Dans le même sens, critiquez-vous toujours le comportement ou les pensées de vos proches ou de vos amis et leur donnez des tips sans rapport avec leur situation ou sans même qu'on vous ait demandé votre avis? Et non. Un peu de recul quant à la situation et les besoins identifiés sont nécessaires pour apporter de la bienveillance dans ce monde qui en manque parfois cruellement. Je suis aussi persuadée que l'expérience de chacun peut mettre en lumière certaines situations que chacun vit et nous apporter des ressources nécessaires dans le but de traverser le tumulte des tempêtes vécues. Alors ce podcast a pour but d'apporter des pistes de réflexion, de prendre du recul face à des expériences de vie et d'en tirer des apprentissages avec beaucoup de bienveillance et de non-jugement. Et enfin, vibrer constitue le moteur de notre joie, de notre évolution, de ce qui fait sens pour nous. Alors vibre pour qui tu es, complimente-toi pour tes avancées et prends du temps pour ce qui t'apporte du bonheur. Sur ce, je te souhaite bonne écoute. Alors voilà, un nouvel épisode débute et il a comme thématique la performance. Déjà, qu'entendons-nous par performance? Selon Larousse, c'est un nom féminin qui peut se traduire par un résultat chiffré d'un athlète ou d'un cheval à l'issue d'une épreuve. Une victoire acquise sur une équipe, un adversaire mieux classé ou un exploit ou réussite remarquable dans un domaine quelconque. En résumé, c'est une classification, un ordre, un classement. Ce terme se réfère majoritairement dans un domaine et surtout dans le sport. Il faut donc entendre par là qu'il y a comparaison, défi et de ce fait compétition afin d'être le meilleur. Alors je suis consciente qu'un classement est nécessaire si on souhaite juger des performances sportives entre divers athlètes ou diverses équipes. Mais cette performance alors ne devrait pas être cantonnée dans certains domaines. Pourquoi en faire un atout et la promouvoir sur tous les plans? Je m'explique. De plus en plus d'entreprises misent sur les performances, le rendement, etc. Mais si nous regardons à l'échelle humaine et la qualité des collaborateurs, quelle est la place de la performance, mis à part d'ajouter de la pression, de la culpabilité et j'en passe? Je nomme les entreprises car les performances professionnelles sont également un domaine prédominant en lien avec cette thématique. Mais ne faut-il pas mieux connaître ses collaborateurs pour qu'ils soient le mieux possible et donc plus performants au travail? Je pense sincèrement que si un patron mise sur ses collaborateurs, son entreprise gagnera davantage, et ce sur plusieurs points. Comme l'entreprise par exemple Google, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur leur manière de procéder, sur l'expansion qu'elle prend, sur les finances de cette entreprise, mais on en a beaucoup parlé et l'important c'était vraiment que les collaborateurs soient bien pour qu'ils fassent un bon travail. Bon, ceci est un sujet encore à méditer, à questionner. Je vais vous faire part d'une situation professionnelle que j'ai vécue. J'étais infirmière et j'avais une super collègue, un peu brute de décoffrage de prime abord. J'en arrive au fait. Dès qu'une nouvelle collègue arrivait, elle la jugeait selon sa performance. Elle disait qu'elle ne travaille pas bien car elle est trop lente. On fait 6 patients. Déjà, on fait 6 patients, mais voilà. Pendant qu'elle s'occupe de 2. Ils ont meilleur temps de la virer, disait-elle. Elle était adorable. Mais vous vous rendez compte de la pression de l'institution sur nous? C'était quoi le but des soins? En faire le plus possible dans un minimum de temps? Et l'humain dans tout ça? Je ne fais pas une généralité, mais c'est à se questionner tout de même. Je peux également parler de performance et de parentalité.
Car oui, ces deux thèmes sont maintenant de plus en plus liés depuis quelques décennies, je trouve. On en parle de plus en plus, on est de plus en plus documenté sur le sujet et on se tourne vers l'impact de l'éducation pour la génération actuelle et donc, de ce fait, pour la génération future, de manière consciente ou inconsciente. Ce sujet, il est encore plus précis quand on parle des mères. Violaine Guérito, si on dit comme ça, disait « La société attend une performance exemplaire des mères sans qu'elle leur soit accordées les ressources nécessaires pour répondre à cette attente. Si elles sont épuisées, débordées ou chroniquement en retard, c'est forcément parce qu'elles sont complètement désorganisées. S'il leur arrive d'être agressives, colériques ou à bonne nerfs, c'est sans doute à cause de leur émotivité exacerbée et incontrôlée ou bien encore à cause d'un syndrome prémenstruel aigu. Si finalement elles s'effondrent, c'est parce qu'elles souffrent de dépression due à une nature vulnérable et que les médicaments devraient soulager afin qu'elles retrouvent une productivité capable de satisfaire les besoins de ceux qui les entourent. Mais pourquoi en demander autant? Pourquoi catégoriser ces femmes? Pourquoi nous juger? Pourquoi promouvoir la productivité? Est-ce que tous ces comportements et ces dires n'obligent pas les femmes à minimiser ce qu'elles vivent, voire à faire qu'elles ne divulguent pas ce qui est difficile? Bon, j'emprunte le mot femme, mère ou elle, mais je pense pas moins de la place de l'homme après l'arrivée de bébé. Bien que je ne pense quand même que ce dernier subit moins de pression de la société ou que c'est peut-être moins verbalisé. Je parle en tant que mère car je suis une mère. Il y a également une vue d'ensemble à avoir sur ce problème. La place des femmes, elle a changé, puis elle est encore en train de le faire. Du moins, je l'espère sincèrement, mais ceci n'est pas le sujet. Auparavant, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Les individus s'entraidaient. Les femmes étaient à la maison à s'occuper du foyer, des enfants et des milliers de tâches. Actuellement, le taux d'occupation professionnelle des femmes, elle a encore augmenté en rapport aux dernières années. Mais elles assument encore plus de 80% de toutes les tâches qui incombent au foyer. De nombreuses injonctions sociétales viennent se greffer à cette idée. On demande aux mères de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et de s'occuper de leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Donc les mères, les femmes ne peuvent pas continuer comme ça. Elles ne peuvent pas se diviser. Si je peux encore ajouter des injonctions que je trouve aberrantes, elles sont en lien avec les influenceuses ou les réseaux sociaux de manière plus large. N'est-ce pas culpabilisant de voir toutes ces mères parfaites sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas parler ou démontrer la réalité? Ça revient à ce que j'ai pu expliquer précédemment, mais pourquoi ne pas dire ce qui est difficile afin de partager et de confronter? Alors oui, c'est exposer sa vulnérabilité, mais c'est aussi promouvoir l'ouverture d'esprit et faire que certaines se sentent peut-être moins seules, non? La manière d'éduquer ou l'intérêt porté à l'éducation a augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Je vais donc vous parler de la parentalité positive. Mais est-ce que la parentalité positive n'apporte pas trop de pression? Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, vous êtes des mauvais parents si vous faites ça, écoutez les besoins de vos enfants, ne faites pas comme les générations précédentes, au risque que vos enfants aient recours à de nombreuses séances chez le psy. Mais pourquoi juste ne pas promouvoir les conseils, l'information? Alors bien sûr, on prend les conseils, on prend les informations, on prend ce qui est divulgué sur les réseaux sociaux comme nous on le souhaite. Mais pourquoi on ne dit juste pas « Ok, vous êtes capable, moi je suis capable de vous aider. Quels sont vos besoins ?» Je ne dis pas que c'est toujours culpabilisant, non, mais cela peut l'être. Maintenant qu'on parle d'éducation, d'enfants, j'aimerais rebondir sur la performance demandée aux enfants et aux parents. Lors des rendez-vous chez le pédiatre, ce dernier y pose diverses questions. Les enfants doivent alors remplir des critères en lien avec leur âge. Alors oui, c'est scientifique, c'est pour comparer diverses populations entre elles, mais sincèrement, comment est-ce qu'il... On va vraiment poser des questions, mais c'est comment est-ce qu'il parle? Est-ce que s'il dit des mots, combien il en dit-il?
Enfin, vous voyez le tableau. Mais sincèrement, foncièrement, vous, votre frère, votre sœur, votre voisin, votre collègue, est-ce que vous avez tous les mêmes compétences? Est-ce qu'on évolue tous en même temps et de la même manière? Pourquoi se limiter à cela? Je trouve que ces pratiques, elles apportent un jugement et une pression énorme sur la dyade parent-enfant. Je trouve que cette pratique, elle est tellement ancestrale et questionnante. Est-ce elle approuve pas le fait de toujours se comparer et de comparer nos enfants? On attend quoi de la performance en fait? Quelles sont les qualités souhaitées derrière ce mot et surtout selon tous les domaines de notre vie? Alors voilà, je ne pourrai pas révolutionner tous les aspects explicités jusqu'à maintenant. Je peux cependant tenter de comprendre comment moi je perçois la performance et la place qu'elle a dans ma vie. Concernant la place qu'elle a dans ma vie, je dirais premièrement qu'elle provient de mon mode d'éducation. De manière plus générale, de mon enfance. Mes parents, ils m'ont toujours dit d'exceller à l'école et ensuite, avec les difficultés relationnelles que j'ai pu vivre avec un de mes parents, j'ai dû être performante sous tous les plans de ma vie personnelle pour ne pas être réprimandée, voire subir de la violence verbale et physique. Bon, pour être honnête, c'est ce que je croyais, mais tous les prétextes étaient de me détruire. Tout ce qui ne lui convenait pas à elle avait un impact. Après, je pense sincèrement que j'ai construit ma personnalité et mes capacités relationnelles selon cet angle de vue. Je dois performer pour être reconnue et aimée. Je dirais que c'est une croyance limitante qui a encore un impact actuellement pour moi et lors de mes relations avec autrui. De plus, j'anticipe tout, et encore plus lors de mes crises d'angoisse. Mais je fais un énorme travail sur moi, et ces dernières ne font plus partie de ma vie depuis environ 2 ans. J'arrive à reconnaître les signes et symptômes si ma santé mentale est atteinte ou si elle flanche, comme j'aime à le dire. Et je me rends compte que je ne peux plus généraliser. Ce que j'ai vécu précédemment ne sera pas mon futur. Actuellement, l'anticipation fait toujours partie de ma méthode de fonctionnement, mais j'arrive à la rendre moins impactante et elle dirige moins mes actions quotidiennes. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre influenceuse et chef d'entreprise Enjoy Phoenix, Marie, on peut aussi l'appeler. Dans son podcast, elle dit qu'elle a besoin de tout anticiper, que ça l'aide à organiser son quotidien selon ses diverses casquettes. Personnellement, l'anticipation n'est plus trop mon allié si cette dernière prend trop de place dans ma vie. Donc bien sûr, il faut toujours regarder avec ses lunettes, son prisme personnel pour voir qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien. Dans le cas de mes antécédents familiaux, voire l'éducation que j'ai eue, une question est à mettre en lumière. Est-ce que performer, c'est être plus aimé? Alors oui, tout ça c'est du travail derrière moi et ils ne doivent pas être les causes de mes traumatismes actuels ou ils ne doivent pas représenter des traumatismes trop importants à l'heure actuelle. C'est pourquoi je suis en train de travailler avec un psychologue. Mais je me rends compte que non. Et surtout, non. Il faut apporter de la flexibilité mentale à tout cela. Avoir d'autres lunettes pour voir les problèmes, prendre du recul. Dites comme vous le voulez. C'est vraiment pouvoir acquérir ce changement de point de vue afin d'influencer vraiment volontairement et positivement mon cerveau qui me replacera dans une émotion plus neutre ou positive. Cette explication, elle vient vraiment du livre de Fabien Olicard, puis je la trouve très juste à mon contexte personnel. Je me rends compte que la puissance du résultat, elle ne peut pas être le but. Est-ce que la performance, si l'on prend le point de vue personnel, n'est-elle pas subjective? La performance est pour moi intimement reliée à nos besoins. On peut être ou se sentir performant. Les autres peuvent également le voir différemment selon leur prisme à eux. Au quotidien, je me dis vraiment que la performance est de pouvoir déceler ses besoins et savoir quel temps consacrer à quelle activité selon une priorisation. Le but, il est de vraiment pouvoir concilier tous ces aspects. Pour en savoir plus, je vous incite clairement à lire le livre de Fabien Olicard, encore une fois,
qui aide à avoir ce recul nécessaire et d'apporter des pistes concrètes pour une organisation optimisée et un cerveau moins formaté. Quand je parle de priorisation, j'ai aussi envie de parler de pourquoi apprendre et démontrer qu'il est juste important de faire, faire et refaire, de tout quantifier. On met souvent en avant les to-do list. Et pour être honnête, j'en suis partisane parce qu'elles me permettent vraiment d'organiser ma pensée. Mais c'est aussi une source de frustration en se disant qu'il y a peu de points achevés dans une journée parfois. Et là, la question de la priorisation et de la nécessité à miser sur cette évaluation-là. Mais encore là, c'est un autre sujet. Ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est qu'en fait, il n'y a rien à prouver, ni à soi, ni à personne d'autre. Il faut juste être libre, être en vie, être heureux, n'avoir aucun regret. Certains parleront également de lâcher prise. Je ne dis pas lâcher prise, mais plutôt laisser aller. Comme ça, je n'ai pas cette impression de perdre le contrôle. Je crois en l'univers. Je suis persuadée que je souhaite me répéter, que je suis capable et que je détiens les compétences. Je ne veux plus faire pour faire, mais être dans l'ici et le maintenant le plus régulièrement possible. La performance et être heureux peut faire bon ménage, mais parfois, j'ai juste envie de me foutre la paix. D'oser aimer l'instant présent et être moi, m'aimer moi. Florent Pagny, dans une de ses chansons, il explicite que, dans les grandes lignes, qu'il est important de laisser la place aux doutes, aux imprévus, puis que la vie, elle nous mène là où on doit être. Alors vibre pour qui tu es. Apprends à mieux te connaître. Tente de moins te comparer et te mettre la pression. Vibre pour faire du mieux que tu peux. Laisse aller et aie confiance. Sois et vibre seront les mots de la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis rendez-vous dans un autre épisode de Vibre. Prends soin de toi.